Bonjour à tous, je suis très content de faire mon premier exposé à Marseille. Je m'appelle Alexandre Mignon, je suis anesthésiste réanimateur. Je suis donc professeur de l'université Aix-Marseille depuis le 1er septembre. Et j'étais antérieurement professeur de l'université Paris-Descartes, rattaché sur Paris à une unité qui s'appelle USPC, Université Sorbonne Paris-Cité. Quelques mots de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai d'abord fait, au cours de mes études et de ma spécialisation, une thèse de sciences en biologie moléculaire chez Axel Kahn. J'ai travaillé sur la mort cellulaire et puis notamment dirigé au niveau du foie. Et puis ensuite, retourné sur le terrain de l'anesthésie et de la réanimation à l'hôpital Bichat et à l'hôpital Cochin. J'ai été très rapidement passionné dans mon projet de recherche sur les transformations de l'apprentissage et de la pédagogie, considérant que la façon dont on formait les professionnels de santé était peut-être, voire très probablement à améliorer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, depuis 5 ans maintenant, engagé une vraie recherche et la création d'un laboratoire universitaire à Paris et puis dans d'autres villes maintenant qui collaborent autour de l'utilisation des nouvelles techniques de pédagogie pour l'apprentissage, la formation et l'évaluation de tous les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les brancardiers, les kinésithérapeutes, tous ceux qui participent à la prise en charge des patients. Dans cette aventure, j'ai donc créé un laboratoire dont je vais beaucoup vous parler, qui s'appelle Illumins, pour laboratoire universitaire, médical, d'enseignement par le numérique et la simulation. Et ça tombe bien parce que ça peut aussi s'appeler laboratoire universitaire marseillais, enseignement numérique et simulation, puisque, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans à Paris, je suis maintenant sur Marseille, avec une implantation à l'hôpital Nord en anesthésie-réanimation et une implantation universitaire forte en lien avec le président Bernard et le doyen Leonetti pour créer un laboratoire d'enseignement moderne, que j'appelle même disruptif, de l'enseignement et de l'évaluation des professionnels de santé. L'an passé, je suis parti aux États-Unis passer 1 an à l'université de Columbia. Les Américains et les Canadiens donc, sont en général plus en avance que nous dans la pédagogie. Ils ont des centres, des laboratoires de simulation extrêmement importants et la simulation fait partie du cursus habituel dans la formation et l'évaluation. Et pourtant, à Columbia University, il n'y avait pas de centre de simulation et nous avons établi un partenariat avec une de ces universités qui est une université très prestigieuse comme vous le savez. Et puis donc me voilà à Marseille, où je suis ravi de faire, comme je vous ai dit, ma première conférence à l'université, à la faculté de médecine. Dans le même temps, j'ai créé une start-up qui s'appelle Medusims, qui est une start-up qui est le pendant de ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le laboratoire universitaire. Et ici, vous voyez qu'on a gardé l'icône et le symbole, et qui est la partie numérique de l'exercice, parce que vous allez bien comprendre que la simulation, ça peut se faire sur des outils qui nécessitent votre présence, la présence des apprenants. Et puis ça peut aussi se faire avec ce que vous connaissez maintenant et que vous utilisez tous, y compris pendant les conférences, vos iPhones, vos iPads, etc., pour peut-être commencer à mobiliser, pour savoir si je vous raconte des bêtises ou non, et pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait. Alors en pratique, pourquoi je n'étais pas content de la façon dont on formait les professionnels de santé en général, c'est qu'à la fin des études de médecine, 10% des internes chez nous, ceux qui commencent l'internat, ils n'ont jamais fait une ponction lombaire. Seulement 10%, pardon. 90% d'entre eux n'ont pas fait de ponction lombaire. 90% d'entre eux n'ont pas eu l'occasion de voir, d'assister et éventuellement de faire un accouchement. Et je pourrais comme ça décliner tout un tas de choses. Et donc ça amène à cette situation d'un interne qui fait pour la première fois une ponction lombaire, qui fait croire à son patient qu'il sait faire, qu'il en a déjà fait plein alors qu'il n'en a jamais fait, et qu'il fait tout un tas de bêtises. Vous n'êtes pas forcément tous médecins, vous êtes probablement chercheurs principalement. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est que les règles d'asepsie ne sont pas du tout respectées et qu'on risque de retrouver le streptocoque de la bouche de l'interne au fond du tube. Et puis que toutes les techniques médicales possèdent, pour l'immense majorité d'entre elles, du désagrément, de l'inconfort, parfois des douleurs, et que quand on ne sait pas la faire et qu'on fonctionne pendant une demi-heure dans le dos du patient, ben, ce n'est pas toujours très agréable. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a un senior qui va venir lui expliquer comment il faut faire. C'est assez humiliant aussi pour les internes, quand on est obligé d'appeler son senior et qui en fait va se moquer un peu de vous, là vous n'entendez pas, mais en gros il vous dit mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs c'est la première fois que tu fais, n'est-ce pas? Alors que l'infirmière, lui, venait de dire au patient que non, en fait, il avait déjà fait plein de ponctions lombaires.
Et vous allez voir comme ça que ces techniques, jamais la première fois sur le patient, est un mot absolument essentiel dans la construction d'une nouvelle façon d'apprendre pour nos étudiants. La deuxième vidéo, c'est dommage parce que le son, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas d'amplificateur, c'est une petite vidéo qui est tirée d'un film de Elishu Raki. Je vous explique une situation de crise où un patient est ramené à l'hôpital pour un état de choc, probablement d'origine allergique, un choc anaphylactique. Donc tout se passe bien, la prise en charge est parfaite, et puis arrivé à l'hôpital, on va attendre dans la salle d'attente, vous allez voir, la famille va revenir parce que tout le monde est très inquiet. Et puis à la suite de cette période d'attente, le chirurgien va venir donner des nouvelles. Si l'attente, vous voyez l'attente, le stress qu'on génère chez les gens. Ici il y a des enfants, la femme du patient, tout le monde attend, tout le monde ne comprend pas trop pourquoi ça prend tant de temps, pour qu'on puisse venir donner rapidement quelques informations, où est-ce qu'il est, comment ça se passe. Et là, l'arrivée tant attendue du médecin, je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre. Bonjour. Voilà. L'opération s'était bien passée, il y a eu un accident cardiaque, un récit, je suis désolé. C'est pas carré, on n'a rien à faire. Quoi? Je comprends pas. Il est mort, madame. Il est mort. Je suis désolé, c'était la seule solution, il fallait opérer. Mais vous avez opéré quoi? Pourquoi? C'était la seule solution, madame Lapierre. Était avant qu'elle arrive. Je suis désolé. Écoutez, madame Lapierre, est avant qu'elle votre mari arrive à l'hôpital. Non, moi je suis pas Madame Lapierre. Je ne suis pas Madame Lapierre. Donc le chirurgien s'est trompé de famille. Vous voyez les conditions, et ça je vous promets, je l'ai déjà vu. Je ne l'ai pas vécu à titre personnel, mais je l'ai déjà vu dans une salle d'attente où il y a plein de gens, et on ne prend pas les principes de base, d'abord l'organisation, on se met dans un endroit à l'abri, à l'écart, de l'empathie, de bien vérifier qu'on s'adresse bien aux bonnes personnes, il y a vraiment des règles de base. Et vous voyez ensuite le chirurgien part pour aller voir la vraie Madame Lapierre, et que quand il va commencer, il a appris de son erreur, parce que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Vous êtes bien Madame Lapierre ?» avant d'annoncer à Madame Lapierre qu'effectivement il y a eu un problème, et il va donner plus d'explications. Donc, des faillites dans le domaine de l'apprentissage technique, mais aussi dans l'apprentissage non technique, de l'empathie, de la façon de bien se comporter. Et puis, le troisième item, c'est celui que l'hôpital, et plus généralement la santé, c'est une activité qui pendant toute la deuxième partie du XXe siècle a fait tellement de progrès que personne ne regardait si finalement on faisait si bien que ça partout et tout le temps. Et puis en 2000, il y a eu un rapport qui est très célèbre, qui s'appelle To Hair is Human, qui a été remis au président américain de l'époque, qui s'appelait Bill Clinton, et qui lui a dit « Monsieur le Président, vous savez, aux États-Unis, les mauvaises pratiques médicales, on s'est trompé de nom, on s'est trompé de côté, on s'est trompé de médicaments, on n'a pas fait comme il fallait, on n'a pas vérifié en sortant du bloc opératoire qu'on avait tous les instruments ou toutes les compresses, etc. etc. Ça finissait par faire beaucoup de morts, les uns après les autres, mais évidemment dans différentes institutions, peu visibles, et ça finissait par représenter la 8e cause de mort aux États-Unis. Alors, récemment, le British Medical Journal vient même d'enfoncer le clou encore plus fort, puisque vous voyez qu'ici, la cause des erreurs médicales, les mauvaises pratiques médicales, serait devenue la 3e cause de décès dans le système américain. Et vous voyez ici, en premier, toujours les maladies cardiovasculaires, en deuxième, les maladies cancéreuses, et en troisième, 250 000 erreurs ou mauvaises pratiques médicales conduisant au décès des patients. Donc ça, c'est de nouveau une bombe atomique dans la mare des professionnels. Et c'est une bombe atomique dans la mare des professionnels parce que quand il y a mauvaise pratique, il y a toujours un patient au centre du débat, il y a en général un soignant en dernière ligne, une infirmière, un chirurgien, un anesthésiste, etc., qui travaillent dans des équipes. Nous sommes devenus un métier qu'on ne peut plus faire tout seul, dans des contextes où les tâches ont été plus ou moins bien réparties, où on a demandé à des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes de faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément bien formés, dans des conditions de travail qui peuvent de temps en temps devenir extrêmement lourdes et qui génèrent du stress, des organisations et un contexte institutionnel. Et tout ça, c'est le fameux schéma de Reason qui explique qu'à un moment donné, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un accident grave, et cet accident grave, c'est la sommation d'erreurs évidentes. L'infirmière, elle a administré 100 fois la dose d'un médicament, mais aussi d'erreurs latentes qu'on ne voit pas, mais qui fait que cette infirmière, elle a travaillé, par exemple, au lieu d'avoir 5 malades sous sa responsabilité, elle en avait 10. Par exemple, elle est arrivée en intérim dans une structure qu'elle ne connaissait pas.
Par exemple, l'interne qui a prescrit les médicaments n'a pas utilisé les bons outils pour vérifier que c'était les bonnes doses, etc., etc. Et donc, nous avons un travail considérable à faire dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Alors aujourd'hui, il y a 3 grands axes pour continuer et améliorer la qualité et la sécurité des soins. D'abord, mieux comprendre les maladies, développer de nouvelles stratégies, c'est la recherche. La recherche fondamentale, la recherche clinique. Ensuite, travailler sur les organisations, et notamment sur la dynamique de travail en équipe. Et enfin, sur l'organisation du parcours de santé des patients, qui aujourd'hui se fait beaucoup autour de l'hôpital et qui va avoir tendance dans les prochaines années à se faire en dehors de l'hôpital. Donc à multiplier de nouveaux acteurs et donc à potentiellement créer de nouvelles sources d'erreurs. Et puis enfin, la troisième, qui est celle qui m'intéresse principalement ici, c'est celle de l'amélioration de la formation, de l'entraînement aux pratiques, à l'acquisition des compétences et enfin à l'évaluation. Et pour l'instant, nous faisons finalement que peu ou assez mal. Et tout ça survient dans une ère qu'on appelle disruptive, parce qu'il y a une vraie révolution, une révolution qui n'est pas seulement due à des outils, notamment les outils numériques, mais qui est aussi due à une transformation de l'organisation des sociétés. On n'est plus en top-down, on est maintenant dans une horizontalisation avec la création de communautés d'intérêt, avec des gens qui veulent avoir accès et participer notamment à leur schéma d'évaluation et de construction de parcours professionnels. Ce qui est très intéressant aussi, et je l'ai mis exprès dans cette diapositive, c'est que ça intéresse le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, avec la connaissance, il y a une vingtaine d'années, au fin fond de l'Afrique, l'espérance de vie à 40 ans, ça n'émeuvait personne. Et maintenant que les gens savent que dans nos pays, on opère la prothèse de hanche à 80 ans, on opère ou qu'on soigne les maladies cancéreuses, etc., il est naturel et légitime que tous ces pays aient une demande de qualité de soins identique à la nôtre. C'est tout à fait évident. Et donc, il va donc falloir, pour ça, former beaucoup de professionnels de santé. Et les outils, notamment numériques, vont devenir incontournables. Vous voyez, par exemple, ici, ces gens qui se forment avec de l'Internet à haut débit, et quand même les pieds dans l'eau sur des chaises de camping. Et donc ça veut dire que clairement, il va y avoir un intérêt à venir amener de la formation, pas amener du poisson, mais apprendre aux gens à pêcher. Et c'est réellement un sujet tout à fait passionnant. Tout ça dans un contexte d'accélération. J'aime bien ce schéma parce que c'est le schéma qui vous indique combien de temps il a fallu et de générations il a fallu pour passer de la transmission vocale à l'écriture. Puis ensuite, le nombre de périodes qu'il a fallu ici pour arriver jusqu'à la génération de l'imprimante, l'impression, Gutenberg, 35 générations. Et enfin, à quelle vitesse les choses s'accélèrent. Alors naturellement, les choses s'accélèrent, on peut coder tout en 0 ou 1 ou en 4 lettres de l'alphabet. Il y a un effet générationnel, la fameuse génération Y, que vous êtes ici principalement, et qui est maintenant complètement digital native, c'est-à-dire qui joue, qui travaille, qui anywhere, anytime avec les outils numériques. Et vous voyez qu'ici, les enfants, dès leur plus jeune âge, savent se servir des nouveaux outils qui sont extrêmement user-friendly et que ça existe pour les jeunes, ça existe aussi pour les sujets âgés. Très belle étude de l'INSERM qui avait mis à disposition des iPads dans les maisons de retraite pour voir comment les sujets âgés s'en servaient, qui avait dit 6 mois après qu'ils viendraient les récupérer et qui ont été incapables de les récupérer tellement ces outils étaient devenus de l'utilisation courante. Alors, quand on va travailler sur la formation d'un professionnel de santé, et ça c'est issu du CanMed, le CanMed c'est l'instance de réflexion canadienne autour de la pédagogie. On cherche que nos professionnels de santé soient bien formés, qu'ils aient un comportement professionnel, qu'ils sachent communiquer entre eux et avec leurs patients, qu'ils sachent travailler ensemble, être de bons collaborateurs, qu'ils sachent parfois devenir managers, prendre la direction des opérations, et enfin devenir les meilleurs avocats de notre cause. C'est un vrai challenge de faire tout ça. Et ça comporte premièrement l'acquisition de connaissances, ces connaissances qu'on venait à la faculté de médecine apprendre dans des cours qui n'étaient pas toujours très intéressants et qu'on peut maintenant, auxquels on peut accéder maintenant sur Internet en quelques coups de clic. Mais finalement, vous voyez déjà qu'on peut imaginer que la connaissance puisse être apprise complètement différemment de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour ensuite acquérir des compétences, des skills, qui sont soit du domaine technique, technical skills, je sais perfuser, je sais intuber, je sais faire un accouchement, je sais préparer une perfusion, etc., etc. Mais aussi des compétences non techniques, je sais écouter mes collègues, je sais devenir un leader, je sais devenir un follower, je sais considérer ou prendre en compte que la situation m'échappe et appeler au secours avant qu'il soit beaucoup trop tard. Et puis enfin, des choses qu'on n'apprenait pas du tout à la faculté de médecine, qui s'appelaient les attitudes,
l'éthique, l'empathie. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler d'éthique, j'étais déjà praticien hospitalier ou quasiment. Je n'avais pas eu de cours d'éthique et jamais, alors évidemment, il y a un biais, parce que quand on s'engage dans des études professionnelles de santé, c'est qu'on a un minimum d'empathie et d'intérêt pour les autres, c'est clair. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout enseigné, il y avait beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Donc voilà un petit peu comment on positionne l'enseignement du futur professionnel de santé, et tout ça également dans un changement de paradigme, celui de l'enseignement classique par rapport à celui de l'apprentissage. En effet, dans l'enseignement classique, les savoirs sont transmis par le professeur. Dans l'apprentissage, il y a une construction des connaissances par l'apprenant, en lien direct avec ses pairs, naturellement, et avec les professeurs. Dans l'enseignement, la réception est passive, un peu comme nous faisons ici, parce que je n'interromps pas, que je ne vous pose pas de questions, etc. Et c'est l'objet, et en tout cas, c'est le format des séminaires que vous organisez. Dans l'apprentissage, l'acquisition est active. Il y a une participation de pédagogie active. Dans l'enseignement, les connaissances sont acquises sans lien avec un contexte d'utilisation. À la faculté de médecine, aujourd'hui, je ferai un cours sur la douleur thoracique chez des étudiants qui sont en stage en gynéco et qui n'auront aucune capacité ou aucune possibilité de pouvoir faire un lien entre l'apprentissage théorique connaissance et l'apprentissage pratique compétence. Le professeur est donc conçu comme un examinateur, c'est surtout ça qui fait peur à l'étudiant. Où cette question-là va tomber à l'examen du mois de juin, j'ai fait la douleur thoracique au mois de novembre, elle va tomber au mois de juin, et donc je note bien qu'au mois de novembre, quand je vais bachoter pendant 3 jours la cardiologie, où je vais être au top sur les connaissances de l'infarctus du myocarde, ça risque de tomber et je ne me concentre que sur ça. Et puis 15 jours après, j'ai complètement oublié. Alors que dans l'apprentissage, les connaissances sont construites à partir de contextes professionnels de la vraie vie. C'est on répond à des vraies questions. Le professeur est conçu comme un facilitateur des apprentissages. Dans l'apprentissage moderne, l'évaluation étant chassée dans les activités d'apprentissage. Je vous vois faire quelque chose et je peux évaluer si vous avez bien compris et si vous avez acquis les bonnes connaissances. À l'inverse de l'enseignement classique, où l'enseignement au mois de novembre est évalué au mois de juin. Dans l'enseignement, on privilégie l'obtention de la bonne réponse. Si vous avez passé des examens, vous avez eu 9 sur 20, 12 sur 20, 15 sur 20, très bien. On ne vous a pas expliqué pourquoi vous n'aviez pas eu 20 sur 20. Dans l'apprentissage, on se préoccupe autant du processus que du résultat. Et quand on vous voit faire des erreurs, on essaye de comprendre pourquoi vous faites des erreurs. Et c'est là où c'est très puissant. Prends un exemple. Je vous apprends que dans l'arrêt cardiaque, il n'y a plus besoin de donner de l'oxygène dans les premières minutes. Et puis quand je vous vois faire la réanimation du mannequin qui est en arrêt cardiaque, je vous vois faire du bouche à bouche. Alors, je vous demande, mais pourquoi tu fais encore du bouche à bouche? Et au lieu de vous dire, il ne faut pas faire de bouche à bouche, et de vous mettre une mauvaise note sur votre examen, je m'inquiète de savoir pourquoi vous voulez encore faire du bouche à bouche. Alors vous me répondez, parce qu'il y a besoin d'oxygène. Et moi je vous montre, et je vous réponds, que dans les 5 premières minutes de l'arrêt cardiaque, il y a suffisamment d'oxygène dans le patient. Le problème, c'est pas le contenu en oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène diffuse et circule dans la circulation. Et donc, il faut privilégier le massage cardiaque et pas le bouche à bouche, surtout quand on est tout seul et surtout quand on n'est pas un professionnel de santé. Et puis enfin, l'enseignement dans l'enseignement classique évalue et évalué indirectement grâce à des tests standardisés, des QCM, etc. Et dans l'apprentissage, les apprentissages sont appréciés directement à partir de vos performances. C'est-à-dire que ce que vous allez effectuer sur le mannequin ou sur la solution de simulation, il n'y a pas de raison que vous ne reproduisiez pas à l'identique ces gestes-là, ces choses-là, dans votre pratique professionnelle. Et on aura pu le vérifier en mode contextualisé qui est beaucoup plus intéressant. Donc vous voyez que s'inscrit aujourd'hui une transformation de la pédagogie. Voilà comment on faisait il y a 30 ans à la faculté de médecine, avec le professeur, un amphithéâtre extrêmement garni, des gens qui étaient incapables de suivre du haut à gauche vers le bas à droite, et puis un professeur qui espérait que tout le monde suivait, et qui n'avait pas forcément compris qu'il y en avait qui avaient du mal, et qu'il y en avait qui étaient complètement tombés du vélo. Donc on transforme ça dans le mode facilitation des apprentissages. Les meilleurs peuvent partir un peu devant, on va aider celui qui a crevé, et éventuellement on va monter le dernier col avec celui qui a du mal. Et enfin, on apprend de ses erreurs, on met en place de l'enseignement pour vous faire des erreurs. C'est beaucoup plus puissant de vous faire apprendre par vos erreurs, parce que vous rappelez-vous, quand vous avez fait une grosse connerie, qu'est-ce que c'est votre réaction? Je ne recommencerai jamais, je ne me ferai plus avoir, terminé, et vous ne recommencerez plus jamais cette erreur. Faire des progrès, c'est plus ne pas faire d'erreur, c'est changer d'erreur. L'apprentissage par la mise en situation et l'apprentissage par la résolution de problèmes.
Et du coup, on arrive au concept de blended learning. Le blended learning, c'est j'apprends des connaissances tout seul, quand je veux, de manière tout à fait asynchrone. Mes étudiants peuvent apprendre demain soir, demain matin, après-demain ou la nuit quand ils veulent, sur des cours qui vont maintenant se développer de manière considérable, qui sont des MOOC, qui sont des ressources collaboratives, partagées, qui sont extrêmement interactives, où il y a un message et ensuite immédiatement après on teste si ce message a été compris. Il y a des échanges avec les participants à ces cours. Ensuite on vient dans ce qu'on appelle des classes inversées. C'est plus nous qui faisons le cours, c'est vous qui restituez. Vous avez appris la douleur thoracique tout seul et maintenant je vous fais traiter une douleur thoracique sur un mannequin ou sur une solution informatique de simulation. Et donc vous avez une place très importante pour la simulation ici. Et puis enfin vous rentrez à la maison. Et à la maison, on continue à suivre votre progression pédagogique avec des plateformes communautaires où il y a des outils qui permettent de savoir combien de fois vous vous connectez, est-ce que vous progressez, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer. Et voilà ce que nous faisons à Paris, donc sur le laboratoire Prince-Alexis-Dumas. Donc nous sommes basés donc, dans la faculté de médecine rue des Saints-Pères. Vous voyez cet énorme bâtiment. Donc, dans lequel nous avons reconstitué sur une surface de 5000 m² tout un tas d'environnements qui sont soit la salle de naissance, soit le bloc opératoire, soit la salle d'urgence, et dans lequel nous utilisons tous les outils de simulation qui sont soit des mannequins de tâches très simples, des bras pour perfuser, des têtes pour intuber, des bassins pour faire des accouchements, des plaies pour faire des fonctions, et puis des mannequins très sophistiqués ou très chers, qui parlent, qui saignent, qui respirent, à qui on injecte des médicaments, avec qui on fait exactement comme dans la vraie vie. On vous regarde faire ça, dans l'exercice à proprement parler, et puis ensuite on vous débriefe, c'est-à-dire qu'on vous a filmé, on a retransmis cet exercice à ceux qui ne pouvaient pas être sur le mannequin, parce qu'on va passer 50 personnes autour du mannequin. De temps en temps, on travaille en équipe, vous voyez qu'il y a toute cette équipe, par exemple, qui amène un polytraumatisé aux salles d'urgence. Ici, il y a l'équipe de gynéco-obstétrique, l'obstétricien, la sage-femme, les anesthésistes. On peut même faire jouer le papa, qui peut être un élément de perturbation. Et puis tout ça s'intègre dans un outil de formation médicale continue, qui est absolument, et qui est devenu absolument incontournable, pour aborder aussi des problèmes d'éthique, mais aussi, vous voyez ici, des compétences uniquement techniques. J'apprends à faire une ponction lombaire. Des patients standardisés qui sont des acteurs, qui sont des gens qu'on paye pour jouer un rôle tout à fait scripté, et pour discuter avec eux de l'annonce de la mort, de l'annonce du cancer, de l'annonce d'une maladie particulièrement grave. Et vous voyez que tout ça se fait ensuite avec des débriefings. Donc on retourne dans la grande salle et on discute ensemble de ce qui s'est passé bien, de ce qui s'est mal passé. Et puis l'étape d'après, c'est la simulation virtuelle. C'est celle qu'on peut faire sur l'ordinateur. Et donc je vais vous montrer quelques exemples de ce que nous faisons dans ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux. C'est-à-dire c'est une dynamique de jeu. Simplement, vous ne jouez pas à faire la guerre, vous ne jouez pas à conduire des bagnoles, vous jouez à apprendre à soigner des gens. Et à la fin, on vous donnera une note. Ça permet aussi, par exemple, de former des militaires ou de former tout un tas de gens. Et donc, en faisant toutes ces choses-là, eh bien, nous travaillons à une formation améliorée de professionnels de santé, mieux formés pour mieux soigner. Et là, il y a un point qui est important, c'est qu'en soignant mieux les gens, on dépense moins d'argent. Parce que ce qui coûte très cher dans la santé, c'est la santé elle-même, naturellement, mais c'est aussi toutes les bêtises qu'on y fait. Et donc, en diminuant les erreurs médicales, on diminue clairement les surcoûts liés à la santé. Donc, en résumé, sur cette première partie, vous avez compris que nous devons changer la façon d'apprendre. Il est plus acceptable aujourd'hui que les jeunes générations apprennent pour la première fois sur des vrais patients des gestes désagréables ou dangereux. Pourquoi l'utiliser? Parce que clairement, dans beaucoup d'autres métiers, c'est ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on forme par exemple les pilotes, les militaires, les gestionnaires de centrales, mais même les gens qui font du business as usual, qu'il y a une vraie problématique de surcoût, parce que la santé ça coûte cher, et on peut parfaitement, et c'est comme ça que c'est financé aux États-Unis, imaginer qu'en améliorant la formation et en diminuant les erreurs et les mauvaises pratiques médicales, on diminue les coûts, donc on diminue par exemple aux États-Unis les primes d'assurance, qui sont un des moteurs principaux et de financeurs de la santé aux États-Unis. Le quatrième point qui est très important, c'est que la médecine, la santé, c'est une spécialité, c'est une activité humaine qui a la demi-vie de connaissance la plus courte au monde. Quand vous construisez un train, vous construisez pour 20 ans, un avion pour 20 ans. Quand vous formez un professionnel de santé, 50% de ce que vous lui avez appris sera changé au bout de 5 ans. Sera soit transformé, modifié, parce que ce qu'on lui aura appris il y a 5 ans, en fait, on s'aperçoit que ce n'était pas tout à fait exact, soit que de nouvelles connaissances seront arrivées à sa connaissance.
Et donc il faut absolument continuer à faire ça tout au long de sa vie professionnelle dans le domaine de la santé, la transformation de la pédagogie, les nouvelles technologies. Et puis à la fin, là, évidemment, la question que vous demandera un doyen ou un président d'université, c'est de vous dire, d'accord, vous voulez changer la pédagogie, mais est-ce que vous êtes sûr que cette pédagogie-là est au moins aussi efficace que celle qu'on a utilisée pendant des années et des années? C'est clair. D'autant plus que ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de venir faire un PowerPoint et un cours comme on fait ici, de travailler avec des mannequins, de travailler avec des patients standardisés, de travailler avec des outils numériques, avec des simulateurs de chirurgie, etc. Et donc le doyen va vous demander est-ce que ça marche. Et dans la littérature, on commence maintenant à avoir des réponses à ces questions. Voici par exemple le papier un peu de référence du JAMA en 2013, qui a repris toute la littérature sur les travaux de recherche qui ont évalué ces nouvelles techniques pédagogiques de simulation et de nouvelles technologies, et qui montre bien que quand on compare naturellement à rien, enfin, c'est mieux que rien, et quand on compare à d'autres techniques de pédagogie, ça améliore. Vous voyez que d'abord, tous les étudiants sont extrêmement emballés par ces techniques pédagogiques. Ça augmente l'acquisition de connaissances, ça augmente l'acquisition de compétences, ça a probablement des effets sur les patients. Vous voyez que la barre de significativité n'est pas atteinte, mais c'est très difficile de mettre en évidence que cette intervention pédagogique a un réel effet sur le devenir des patients, parce que dans le même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, de nouveaux traitements, de nouvelles techniques, de nouvelles organisations des soins, etc., etc. Alors, je vais vous prendre quelques exemples et je vais parler d'une maladie infectieuse que vous connaissez bien, qui s'appelle Ebola. Dans cet exercice, on a amené à travailler ensemble l'équipe du SAMU, puis ensuite des gens qui vont apprendre à faire en simulation pendant une trentaine de minutes la mise en place d'une technique de circulation extracorporelle sur le bord de la route. Et croyez-moi, c'est pas en devant un patient en arrêt cardiaque qu'on apprend à faire ça comme il faut. Et donc dans cette situation-là, nous avons en 2015 formé toutes les équipes du SAMU de Paris à ces techniques. Et depuis 6 mois, nous avons branché 23 circulations extracorporelles pour des patients en arrêt cardiaque réfractaire, chez des sujets jeunes naturellement. Et chez ces gens-là, il y a 3 patients qui ont survécu. Clairement, croyez-moi, ce sont des patients dont le pronostic vital est complètement nul. Et pour 10 d'entre eux, nous avons pu non pas les sauver, mais sauver des organes, notamment des foies et des reins. Et donc c'est parce que nous avons eu l'opportunité de les former sur ces outils de simulation que ce programme s'est réellement mis en place sur Paris. Mais voilà ici d'autres exercices que nous faisons. Je vous parlais d'adresser les problématiques d'éthique. Ici, une équipe de coordination de greffe d'organes, avec le senior, l'interne et le coordinateur infirmier de prélèvement d'organes, qui s'entretiennent avant de recevoir une famille pour vérifier qu'il n'y avait pas de refus de la part du patient en état de mort encéphalique de donner ses organes. Vous voyez tout un tas de choses, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi en sortant du laboratoire. C'est ce qu'on a fait à la demande de l'assistance publique à Paris, pour tester qu'est-ce qui se passerait si une femme enceinte, fortement suspecte d'Ebola, arrivait à l'hôpital Necker, qui était la maternité décidée pour qu'on puisse accueillir ces patients-là sur Paris. Et en fait, en venant faire la simulation in situ, on a testé la chaîne de soins. Donc en pratique, vous allez voir, le résultat est un peu inquiétant. Cette patiente arrivait, elle sentait plus bien les mouvements de son fœtus. Il fallait très rapidement vérifier que le bébé était vivant. Il fallait très rapidement vérifier que le rythme du bébé était bon et éventuellement envisager de sortir très rapidement cet enfant. Et en fait, cet exercice nous a montré que eh bien, quand on ne fait pas les choses très souvent, et c'était la première fois que les équipes médicales de Necker faisaient ça, eh bien, entre le moment où la patiente est arrivée et le moment où on a sorti l'enfant, il s'est passé 2h30. Et vous vous rendez bien compte que si l'enfant avait été en situation critique, organiser toute cette chaîne de soins était éminemment complexe et aurait abouti à des catastrophes. Vous voyez qu'ici, alors la vidéo est un peu longue, on a d'abord appris l'habillage des professionnels, ensuite on a appris comment, vous voyez, comme c'était extrêmement complexe. On a bien sûr, tout ça c'était la première fois que les gens le faisaient, mais vous imaginez bien que si jamais ça survient, il faudra des entraînements, des répétitions. Et c'est juste pour vous montrer que cet outil eh bien, a pu être utilisé pour tester différentes procédures, différentes situations. Vous voyez ici comment on a amené la patiente rapidement au bout de 2 heures en salle d'opération, et comment finalement en salle d'opération, eh bien, on a procédé à la césarienne qui était requise pour le patient. Donc vous voyez ici qu'on a le mannequin, que vous voyez les conditions de travail dans cette situation, elles sont quand même pas simples, pour faire de la chirurgie, pour faire de l'anesthésie, pour sortir un enfant, derrière tout cet habillage. Et puis qu'ensuite, quand le bébé a été sorti, les pédiatres, les néonatologistes ne savaient pas trop bien comment il fallait faire pour, en ce qui concerne les pratiques, l'habillage, à nouveau, etc. Vous voyez, c'est extrêmement réaliste. Hein.
Et puis ensuite, une fois que la patiente a été stabilisée, là, cette patiente, elle était toujours fortement suspecte d'avoir la maladie Ebola, et donc elle ne pouvait pas rester dans cet hôpital. Il fallait qu'elle soit transférée à l'hôpital Bichat, qui était l'hôpital de référence pour Paris dans les premières étapes. Et donc il a fallu qu'on appelle le SAMU, pour que le SAMU vienne organiser le transport, de nouveau dans des conditions de transport qui sont pas faciles et qu'il fallait répéter, et qu'on a répété à cette occasion. Vous voyez, le SAMU va arriver, va prendre une transmission, il va finir par installer la patiente sur un brancard ad hoc et va ensuite emmener cette patiente dans un autre hôpital. Donc, vous voyez, c'est un exercice qu'on peut faire et la simulation trouve tout un tas d'applications dans le laboratoire et in situ, bien entendu. Alors, je continue pour vous dire que voilà comment on fait aujourd'hui. D'abord, pour former des formateurs. Parce que pour faire de la simulation, il faut des formateurs. Pour former des formateurs, on applique exactement le concept de blended learning dont je vous ai parlé et qui pourrait éventuellement vous intéresser pour ceux qui parmi vous voudraient devenir instructeurs ou spécialistes de pédagogie par la simulation. Nous avons créé un MOOC international en français, en anglais et bientôt en chinois pour apprendre les bases de l'apprentissage de la simulation, de la pédagogie, à écrire des cas cliniques adaptés pour la simulation, les faire jouer et ensuite faire la partie importante qui s'appelle le feedback, le débriefing. C'est-à-dire qu'il y a une bonne façon, il y a une mauvaise façon de faire quand vous allez dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon. Si vous lui dites devant tous les autres, t'es nul mon gars et tu vas pas passer ou tu seras un mauvais médecin, c'est une catastrophe. Et donc il faut apprendre toutes ces règles du feedback, comment on fait pour que l'apprentissage par l'exercice et par les erreurs réalisées soit le plus positif possible et le plus enrichissant possible pour l'apprenant. Et puis ensuite, une fois qu'on a acquis les rationnels de la simulation sur le plan très théorique, eh bien on va sur le centre de simulation et on pourra venir à Marseille bientôt, j'espère, pour apprendre à le faire, c'est-à-dire à le faire en pratique et à le faire soi-même, de sorte qu'on puisse être demain un instructeur en pédagogie par simulation. Là, je vais passer, c'était la publicité pour notre MOOC que vous pouvez retrouver sur FUN, qui est France Université Numérique. Dans ce laboratoire, nous avons aussi abordé d'autres thématiques, l'apprentissage de l'anatomie. Voilà comment on apprenait l'anatomie jusqu'à pas très longtemps. Alors, nos chirurgiens, ils ont un peu supprimé la barbe, mais pour certains, ils sont encore dans cette mentalité. J'espère que je ne vais pas en choquer ici. Heureusement, pas à Marseille. Et donc, clairement, vous voyez qu'ici, on va être capable de recréer des interventions sur des organes qui sont imprimés en 3D. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez ici qu'on va être capable, à partir d'images, de scanners ou d'IRM, de reconstruire de l'anatomie en 3 dimensions. Ça veut dire clairement que l'apprentissage que nous avons fait sur des cadavres ou les chirurgies expérimentales qu'on a fait sur des animaux, probablement pourront être rapidement supplantés par des outils comme ça, qui sont ici par exemple une carotide dans laquelle on va faire circuler du sang, du liquide, et dans lequel un radiologue va apprendre à venir mettre un stent par voie endovasculaire. Mais aussi l'apprentissage de l'anatomie normale. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici, ça c'est un chirurgien interventionnel qui va venir mettre un stent dans un anévrisme de l'aorte abdominale qui est ici, et il va pouvoir tester le matériel et apprendre sa technique et éventuellement demain apprendre à la faire sur le malade qui va opérer le lendemain. C'est les prémices de la médecine personnalisée, puisqu'on est capable de reconstruire l'aorte et l'anévrisme de l'aorte du malade qu'on va opérer le lendemain. On peut parfaitement l'imaginer puisqu'il n'y a aucune urgence, qu'on puisse bien s'entraîner avec le matériel ad hoc pour pouvoir le faire en exercice avant de le faire sur le malade le lendemain et probablement améliorer le résultat. Donc par exemple, voilà ce qu'on fait pour apprendre la réparation de fracture de l'extrémité inférieure du radius. En gros, on imprime des cartouches qu'on va mettre dans un support fixe et ces cartouches reproduisent une fracture du radius. Fracture très classique qui s'appelle la fracture de Poutot-Col. Et donc l'interne, au lieu d'apprendre pour la première fois sur un vrai patient et mettre la broche de travers ou de faire des bêtises, il va d'abord apprendre à traiter et à ostéosynthéser ici. Vous voyez ici le support mobile, et ici la cartouche. Et quand on ouvre la cartouche, on retrouve des ligaments, des muscles, l'artère radiale, et ici l'os, dans lequel on a reproduit une fracture, comme une vraie fracture, dans laquelle il va pouvoir vérifier qu'il fait comme il faut son travail. Ça c'est très intéressant parce que ça nous permet d'héberger dans notre faculté, dans notre laboratoire, des start-up. Et c'est un point qui est central, c'est la capacité qu'on a de faire venir des nouvelles sociétés qui maintenant s'intéressent beaucoup à la santé, la e-santé, l'anatomie numérique et toutes ces choses-là, et qui vont venir participer à la création de valeur et au business, c'est-à-dire au financement de ces laboratoires. C'est ce qu'on a fait aussi pour l'apprentissage de la circulation extracorporelle et de l'ECMO. Vous savez, quand les gens sont en chirurgie cardiaque, on arrête le cœur, et on fait sortir le sang sur des bobines et sur des pompes de circulation extracorporelle. On fait ça aussi de plus en plus dans les patients qui sont en insuffisance respiratoire.
Et malheureusement, comment on s'est formé? On s'est formé sur le terrain, sur les patients. Ce qui veut dire qu'on a fait beaucoup de bêtises qui sont extrêmement dangereuses, qui tuent des malades et qui sont extrêmement coûteuses parce que tous ces matériaux coûtent très cher. Même chose, apprentissage sur un MOOC international en français et en anglais sur la CEC et l'IMO. Puis ensuite, on revient sur un centre de simulation pour apprendre à brancher la machine, à la mettre en route sur le mannequin. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà le mannequin. Voilà ici une pompe qui reproduit le système cardiovasculaire. Vous voyez ici le cœur qui bat. On va apprendre à calmer l'aorte. On va apprendre à arrêter le cœur. Et puis tout ça, c'est de la simulation. Vous voyez, c'est tout à fait simulé. Et donc, vous voyez ici, vous êtes comme dans un bloc opératoire. Vous voyez qu'on fait sortir du sang, on fait tourner le sang sur une vraie machine. Et puis derrière, on est derrière la vitre sans teint. On vérifie que les gens font bien les procédures dans le bon ordre, de la bonne manière. Et ça, c'est extrêmement efficace en termes de formation, naturellement, mais surtout en termes d'évaluation. Et on ne pourra pas demain devenir perfusionniste, par exemple, au bloc opératoire, si on n'a pas validé tous ces modules sur des outils de cette nature. Dernière étape, le numérique. Le numérique, c'est de passer de la pratique clinique au mannequin qui pose un certain nombre de problèmes. Il faut venir à la fac de médecine, les mannequins coûtent cher, il faut des formateurs, et on n'est pas toujours disponible, ni les formateurs, ni les gens pour venir se former. Et pourquoi est-ce qu'on ne reproduirait pas tout ça avec ces avatars, ces personnages vidéo animés en 3D, en temps réel? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est peut-être des jeux qui vous disent des choses, à vous les joueurs. Vous savez peut-être, mais je vais vous le dire sinon, que vous êtes 500 millions de gens qui jouent tous les jours plus de 1 heure dans le monde. On appelle ça des hardcore gamers. Plus de 1 heure par jour, 500 millions. Et le nombre augmente. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas des jeunes adolescents de 16 ans, garçons qui jouent aux jeux de guerre ou exclusivement aux jeux de bagnole que vous avez vu. L'âge moyen, c'est 30 ans. Et le sex ratio est plus en faveur des femmes. Les femmes jouent plus que les garçons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là deviennent addicts. Ils deviennent addicts, et puis surtout, quand ils font ça, on a montré de manière scientifique qu'ils améliorent leur capacité de vision. Ils voient plus de choses. Leur capacité à faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils tirent sur l'ennemi en avant, ils voient dans le rétroviseur qu'il y en a un qui va les attaquer. Leur capacité de rester attentif. Et enfin, leur capacité de reconnaissance dans l'espace. Et pourquoi ils jouent 1 heure par jour, tous les jours? Tout simplement parce qu'on a compris, et notamment des grandes firmes qui vendent ces jeux, Pokémon Go par exemple, pour des milliards, et bien que si ces gens deviennent addicts, c'est qu'on a mis à l'intérieur des jeux ce qu'on appelle un processus de gamification ou de ludification pour le mot français. C'est-à-dire que quand on rentre, on démarre au niveau débutant. Et on demande qu'une chose, c'est d'avoir le jeu de plus en plus dur pour voir qu'est-ce que ça sera le niveau extrême. La deuxième chose, c'est qu'on va rentrer dans des compétitions. On veut être le meilleur. Et donc on va créer des jeux dans lesquels il y a des gens qui auront un score meilleur que vous. Et vous voulez absolument aller à un score meilleur que ces gens-là. On va pouvoir débloquer des contenus à l'intérieur du jeu qui rendent le jeu plus facile ou au contraire plus difficile. Et puis enfin, demain, ces gens-là, ils jouent un à Marseille, un à Tokyo et un à New York. C'est la capacité de les faire jouer en réseau. Et bien en pratique, c'est ce qu'on a mis en place dans la formation professionnelle pour les professionnels de santé. Ce qui est très important, c'est que quand on fait des jeux comme ça, il faut respecter cette zone, qui est une zone en fait où en fonction des compétences des individus et du niveau de challenge, ils vont bien rester accrochés et rester dans cette zone et pas sortir du jeu. Ils peuvent sortir du jeu pour 2 raisons. La première chose, c'est qu'ils sont tellement bons que le jeu n'est pas assez dur pour eux. Ils s'embêtent. Et inversement, le jeu est trop dur pour eux, et ils sont extrêmement anxieux de ne pas y arriver et ils arrêtent. Et donc c'est ça qui est important à trouver, c'est pour ça que nous créons maintenant ce qu'on appelle des serious games, des jeux pour l'apprentissage et l'évaluation des professionnels de santé. On en a fait plusieurs. Pour le grand public, il y en a un que vous pouvez trouver sur internet, qui s'appelle Staying Alive, autour de la mort subite, un autour de la naissance, Born to be Alive, et puis derrière, des jeux qui sont pour les professionnels de santé. Ici, un jeu pour l'infarctus du myocarde, un jeu pour la fibrillation auriculaire, un jeu pour les situations hémorragiques, et je vais vous montrer quelques exemples. Alors d'abord, le premier, ça a été un jeu qu'on a fait il y a 4-5 ans, 2012, donc ça fait 4 ans, avec un grand partenaire industriel qui s'appelle Dassault Systèmes, une compagnie qui fabrique et qui décide les avions, les voitures, les bâtiments, etc. Et avec eux, on s'est rendu compte qu'en mettant à disposition en français, en anglais, en hébreu, en arabe, en espagnol, une solution de cette nature pour former le non-professionnel au massage cardiaque, on pourrait peut-être améliorer le devenir de l'invention. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 petites scénettes
dans lequel vous êtes derrière votre ordinateur, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Et donc, en gros, vous allez avoir votre collègue de bureau qui tombe par terre. Vous n'êtes pas un professionnel de santé, vous ne vous rappelez plus comment il faut faire. Et bien, il faut faire des gestes simples et vous allez les faire vous-même. Vous allez prendre votre téléphone virtuel, vous allez appeler le bon numéro, puis vous allez commencer le massage cardiaque, vous allez chanter la chanson Staying Alive des Bee Gees, parce que si ça s'appelle Staying Alive, c'est pas pour rien. C'est parce que la chanson des Bee Gees, Staying Alive, c'est une chanson qui bat à 100 battements par minute. Essayez de la chanter dans votre tête, et en fait, c'est la fréquence recommandée du massage cardiaque. Donc vous allez faire ça, puis ensuite vous allez chercher une petite machine qui s'appelle le défibrillateur automatique, qui a maintenant dans beaucoup d'endroits, dans les stades, dans les piscines, dans les grands centres commerciaux, à la faculté de médecine naturellement, et vous allez apprendre à vous en servir. Et donc avec ça, on a commencé à mettre en place une modalité de formation dans laquelle il y avait un petit élément de motivation initiale. Ensuite, les gens étaient appelés, c'était notamment par les réseaux sociaux, par Facebook par exemple, à réanimer le collègue de bureau. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de l'expérience, vous étiez récompensé parce que toujours le malade survivait, ce qui n'est pas toujours vrai, surtout si vous mettez 1 heure à faire le jeu. On publiait votre score, on disait vous l'avez sauvé en 5 minutes 45. Et est-ce que vos copains pourront faire mieux que vous, ou est-ce que vous êtes le champion du monde de Staying Alive? Et en faisant ça, on a eu en quelques mois plus de 5 millions de connexions sur le jeu. Sans publicité, sans rien, par les réseaux sociaux, parce qu'on était récompensé d'avoir participé à cet événement. Alors, le coup d'après, on est parti sur la naissance. La naissance, la problématique, c'était que beaucoup de femmes, quand elles vont avoir leur première contraction, elles sont un peu terrorisées, y compris quand c'est le 2e, 3e, 5e enfant, de à quel moment il faut venir à la maternité. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va se passer? Et chaque fois, elles reposent les mêmes questions. Donc en pratique, on a mis en place un système, le même que tout à l'heure, sur Internet, gratuit, en français et en anglais pour l'instant, qui permet à la femme de comprendre ce qui va lui arriver. Tout ça, c'est sur une plateforme collaborative, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et là, maintenant, je vous montre, je vous fais un peu rêver, sur l'utilisation des outils de simulation en réalité virtuelle immersive. Cette fois, vous voyez, on vous équipe avec un casque, et donc vous êtes toujours au même endroit, sauf que maintenant, vous êtes dans la salle de naissance. Donc, avec le casque, vous allez pouvoir toucher sur les objets, vous allez voir la patiente, et vous allez la voir en 3D, avec les lunettes, et vous allez voir le bébé qui va venir vers vous. C'est-à-dire que demain, on peut parfaitement imaginer que les technologies de la réalité virtuelle immersive vous permettent d'apprendre des gestes de manière totalement virtuelle. Donc vous allez voir, on va ici lui montrer en 3 dimensions, dans tous les éléments de l'espace, ce que c'est qu'un accouchement normal. Et vous comprenez bien que quand on a réussi à montrer ça à une future maman, on est capable de l'utiliser pour un futur obstétricien ou une future sage-femme. Et donc il y avait un continuum entre ce qu'on faisait pour le grand public et qu'on commençait à faire pour les professionnels. Donc je vais aller plus loin pour vous dire que l'étape d'après, ça a été de créer des service games pour les professionnels. Pour les militaires, pour les généralistes, les cardiologues, pour les urgentistes, et puis ensuite les interventionnels cardiologiques à l'hôpital, et puis ici pour l'hémorragie du postpartum, qui est une problématique fondamentale, puisque ça reste malheureusement la première cause de mort, l'hémorragie après l'accouchement en France. Très peu, et c'est heureux, mais énorme naturellement au niveau mondial, puisque vous savez qu'il y a chaque minute qui passe, une femme qui meurt de sa grossesse, et plus de 70% d'entre elles meurent de l'hémorragie. Donc ici, nous avons créé des jeux qui vous permettent d'interroger le patient, de l'examiner, de demander des examens complémentaires, de faire toute la prise en charge dans le temps qui va bien, et ensuite d'obtenir un score. Vous avez un score, votre management, il n'a pas été bon du tout, et d'avoir un feedback informatique, c'est-à-dire que comme on a enregistré tout ce que vous avez fait, à quel moment vous l'avez fait, etc., on est capable de vous dire ça c'est bien, vous avez appelé quand il fallait, vous avez mis correctement le monitorage, vous avez administré l'oxygène, et tout ça vous avez oublié de le faire, et donc ça va vous permettre de pouvoir recommencer le jeu le coup d'après, et de voir si vous passez de 1,3 sur 20 à 5 sur 20, à 10 sur 20, à 15 sur 20, et éventuellement à 20 sur 20. 20 sur 20, ça vous gardez pour vous, et on a fait en sorte que ça ne soit pas possible. On avait mis la note maximum à 15 sur 20 pour être sûr que les étudiants en médecine allaient revenir. Mais on leur a pas dit que ce n'était pas possible de faire mieux que 15. Donc ils continuent à jouer au jeu, de sorte qu'ils viennent extrêmement souvent. Alors, on utilise tous les éléments de l'attractivité, tous les éléments de l'efficacité pédagogique, et aussi tous les éléments de l'efficacité en termes de coût. Parce que quand vous avez créé un jeu sérieux, un serious game, plus vous avez d'utilisateurs, plus le coût par utilisateur va diminuer. C'est un outil informatique. Il est donc scalable. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous avez créé les murs, créé le scénario, vous pouvez à très faible coût le changer, le traduire dans des langues étrangères, le customiser pour des pratiques différentes dans différents pays, et le faire et le rendre disponible au plus grand nombre.
Voilà, donc on a maintenant tout un tas de jeux dans le domaine de la douleur thoracique, dans le domaine des hémorragies du postpartum, dans le domaine des troubles du rythme, et puis dans le domaine de l'armée, je vais vous montrer quelques vidéos, et puis dans la prise en charge du trauma. Et on a tout ça, et pourquoi pas demain, des serious games sur les maladies infectieuses, en collaboration avec les experts, parce que pour faire un serious game, il faut les experts, c'est vous. Il faut ensuite une pédagogie, c'est l'université, c'est la faculté. Et ensuite, il faut un studio, qui est un studio exactement le même que ceux qui font les jeux de guerre ou les jeux de bagnole, sauf qu'au lieu de faire ça, ils font des jeux adaptés à la médecine. Donc, la question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ça va pouvoir permettre d'améliorer les outcomes en termes de patients, en termes de santé publique. Et donc, le sujet de travail qui m'intéresse principalement, c'est la périnatalité, et notamment pour les pays amis de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Afrique, mais pas seulement. Donc l'idée que nous avons en ce moment, c'est de créer pour les 3 continents du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique un programme autour de la santé maternelle, notamment l'hémorragie. Donc en pratique, d'arriver dans les villes universitaires, les grandes villes, avec des mannequins qui sont beaucoup moins chers que ceux que je vous ai montrés. Des mannequins où on reproduit un ventre, on met une poche de sang ou de liquide qui ressemble à du sang. Et puis d'utiliser des serious games qui seront demain quasiment gratuits, qui vont être amenés par les grands acteurs du numérique que sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et de regarder si après qu'on est formé dans les grandes villes, qu'ensuite on ait transféré cette connaissance dans les dispensaires, puis ensuite dans les petits villages pour les matrones, on peut par exemple réduire la mortalité maternelle par l'hémorragie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Si on a encore un tout petit peu de temps, j'ai quelques vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis sinon, si vous voulez, je peux m'arrêter là et on peut faire éventuellement quelques questions ou commentaires. Oui, on va commencer. Je vais passer des commentaires. Moi, j'en ai un. Je suis pas convaincu par la manière dont vous pensez que l'enseignement se fait en outil. Je pense que vous en faites pas. En tout cas, moi, j'ai jamais foutu l'idée à la fac. La plupart de mes générations n'ont jamais foutu l'idée à la fac. On apprenait sur des questions quand on voulait tout seul. On passait 2 concours, tout le monde faisait ça. Si ça a changé dans la fac, c'est plutôt parce que les profs et les doyens étaient terriblement vexés qu'il n'y ait personne dans les facs. Et donc, ils ont fini par rendre obligatoire la présence dans les facs, alors que tout le monde s'en fout. D'ailleurs, la préparation pour la médecine ne se fait pas dans la faculté, elle se fait par du bachotage, et on ne sait pas faire autrement. Je ne crois pas du tout que les formations assimilées par la télévision, par les jeux, puissent remplacer le fait qu'il est extrêmement lourd et complexe, et personne depuis 100 ans n'a trouvé de solution autre que la bachotage simplement pour apprendre un vocabulaire. Il y a une connaissance qui ne vient qu'avec un travail de fond extrêmement lourd, qui malheureusement n'est pas intelligent, mais qui est nécessaire, qui est contrôlé, etc. Plus que ça, moi, j'ai des vrais. Je suis d'accord, moi j'ai proposé ça, mais les gens n'ont pas voulu à l'époque. Moi je voulais filmer une fois mon cours et puis le mettre sur Internet, que je regarde le cours, et voilà, y compris leur mettre des textes. Plus que ça, dans les trucs pédagogiques, et dans l'enseignement, il y a plusieurs problèmes authentiques. Il y en a un premier qui est très complexe, qui rejoint peut-être un peu ce que vous dites. Moi, je suis très hostile à la dichotomie de la réponse. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on forme des gens qui font beaucoup d'erreurs, c'est parce qu'on leur dit c'est oui ou non. Et que nous, on a installé ça pendant un certain temps. Alors, ça commence à être un peu repris, ça fait 30 ans que je commence à mettre ça en place. C'est ceux qui est le oui, non, je ne sais pas. Et en disant le je ne sais pas, c'est neutre. Mais si vous vous trompez, vous êtes pénalisé. Ce qui est très différent des QCM où on doit répondre au hasard quand on ne sait pas, parce que de toute manière, au hasard, on a une chance sur 5. Et si on ne répond pas, on perd 20% de chance quand on ne sait pas. Donc ça, c'est un. Et ça entraîne le cerveau dans une manière qui est extrêmement nocive, qui est qu'on doit toujours avoir un avis. Or, bien entendu, la plupart des médecines, la réponse la plus intelligente, c'est je ne sais pas, donc je ne pouvais aller regarder. Donc, ça, à mon sens, au plan l'enseignement, la chose la pire de tout, c'est celle-là, c'est de ne pas apprendre aux gens que quand on ne sait pas, il faut dire on ne sait pas. C'est un vrai truc. La deuxième chose, c'est sur les gestes, les trucs sur la PL, ça m'intéresse de parler de ça. Moi, je refusais que les gens qui ne vont pas avoir dans leur métier ultérieurement à faire de PL fassent de PL tout. C'est pas un jeu. Donc, il y a peut-être 5% ou 3% des médecins qui auront à faire ça, les urgentistes, les neurologues. Les autres, les internes, ils ne vont pas apprendre à faire de PL parce que, dans mon expérience, j'ai fait quelques milliers de PL. Si vous voulez, ce n'est pas les mannequins qui posent le problème. C'est plutôt les secondes et les scolioses qui ont arthrose. Et ça, c'est l'expérience et il faut en avoir fait beaucoup pour ne pas appliquer 5 fois de suite. Et donc,
moi, en revanche, je suis très convaincu que pour tous les métiers, il y a deux choses qui me convainquent. Bon, c'est parce que je sais pas quoi, je suis convaincu. Comme ça, quand je vais vous dire quelque chose qui ne convainc pas, vous me croirez, parce que vous ne croirez pas que je fais des compliments pour rien. Il y a deux choses, bien entendu, tout ce qui est mécanique et tout ce qui est chirurgical, la réa, etc. Les mannequins et l'entraînement sur un mannequin, quelque chose qui est essentiel. Je pense que c'est bien, que ça change vraiment de choses et que ça c'est très bien. La deuxième chose, si vous voulez, alors ça, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord pour les problèmes, mais je suis d'accord sur l'outil. Si vous voulez, je pense que la plupart, peut-être beaucoup au problème de l'hiatrogenèse, la plupart des problèmes de la hypotrogénèse, c'est pas, je ne crois pas que ce soit ce que vous identifiez. Ce que l'on identifie, c'est de la mauvaise. En réalité, le problème, et si vous suivez bien ça, comme j'imagine que vous avez bien vu aux États-Unis, la première cause de mortalité actuellement, c'est les psychotropes et les opiacés. C'est ça, c'est la mauvaise prescription. C'est on sait qu'il ne faut pas le faire, d'une partie, et d'autre part, il y a une dérive sociale qui est on ne peut plus avoir mal. Donc, si on a mal au doigt de pied quand on prend le suite, on commence à prendre de la morphine. Et à la fin, là, je suis comme ça, les plus capricieux, les moins résistants à la douleur, ils en meurent, hein, ils sont célèbres. C'est Prince, Michael Jackson, on avait tétamine du fentanyl. C'est hallucinant. Parce qu'ils ne supportent pas la douleur et que le médecin n'est pas assez fort pour leur dire mais arrêtez, vous savez votre douleur, et puis, on ne va pas vous tuer parce que vous plaignez vraiment mal. Ils avaient des maladies banales. Ils sont morts de ça. Donc, on a un problème, cette surmortalité iatrogène, c'est une partie de l'évolution capricieuse de notre monde qui n'arrive plus à le faire. C'est pareil, vous avez peut-être vu ça, mais dans tous les médicaments psychiatriques, au bout d'un moment, on sait qu'il n'y a que les anxiolytiques qui marchent, les somnifères ne marchent plus, les antidépresseurs ne marchent plus, et que donc, il y a des gens, vous savez sûrement, en réanimation, les gens qui ont plus de 80 ans qui meurent parce qu'on des somnifères qui se cassent la gueule de la nuit. Ça, c'est de la thérapeutique qui n'a rien à voir avec l'organisation de la prise en charge. Et nous, pour ce qui concerne les maladies infectieuses, les causes de mort iatrogène, c'est parce que vous, les réanimateurs, foutez des cathéters à tout le monde, y compris les gens qui n'en ont pas besoin. Donc ça, et du coup, ça veut dire qu'il y a un truc vraiment qui nous intéresse, qu'on pourrait imaginer de faire ensemble, y compris, c'est très intéressant. Une des raisons pour lesquelles ils ont mis tellement de temps à Necker, c'est parce qu'ils s'habillent comme des oiseaux. L'Ebola, ça n'a jamais été transmissible par rapport à cette idée. Il faut avoir les mains protégées, et le mieux, c'est de mettre des gants. Et la seule clé des gants, c'est de désinfecter les gants, même quand on a des gants. Quand c'est une vraie clé. Le reste de se déguiser en astronaute, comme ça, pour Ebola, c'est alerte, c'est un film de télévision, c'est pas les personnes qui réfléchissent. Ça, on sait que c'est pas bon. En revanche, ça nous aider à, y compris pour le grand public, à dire attendez, quand vous arrivez aux urgences ou chez les pompiers ou dans les SAMU, ne vous laissez pas mettre une perfusion parce que ça ne sert à rien, et que vous allez faire une septicémie dont 15% vont mourir, 1% de septicémie sur cathéter par jour cathéter, 15%. Ça va être un problème. Et nous, quand on regarde avec Philippe, si on regarde les trucs, 50% des cathéters sont inutiles, qui sont posés aux urgences, d'accord, ou par les pompiers, et pareil pour les cathéters urinaires, 50%. Et ça, pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit les médecins qu'il faut convaincre. Je pense que c'est le public qu'il faut convaincre parce que les médecins ont changé les habitudes des médecins. Vous savez, peut-être initialement on y arrivera. Mais les gens qui ont posé le cathéter en pensant qu'ils sauvaient les gens depuis 25 ans, vous n'arrivez pas à leur faire poser le cathéter. Donc je pense qu'effectivement, dans l'information publique sur la gestion des urgences, sur la gestion des cathéters, c'est un élément de communication qui est absolument essentiel parce que c'est les malades qui nous aident. On voit d'ailleurs, enfin, je ne vais pas vous consulter, moi je consulte les malades, ils regardent Google, ils regardent des trucs, et ils disent attendez, pourquoi vous ne faites ça? Parce que ça, c'est pas marqué dans le truc. Et que donc, il faut ça a une vraie diffusion, tu vois, ça a un vrai objectif majeur, tu vois, c'est d'avoir les malades avec nous pour empêcher, pour faire transformer les gestes de choses qui ne servaient à rien. Et dont que les collègues continueront à enseigner, parce qu'ils diront le premier truc, on le perfuse, on contrôle le flux, et ça continuera à être enseigné. Donc si c'est pas, il n'y a pas une contre-information directe auprès du public, ça marche pas. Alors, je vous remercie pour vos commentaires. Je vais répondre aux négatifs du départ. Vous m'avez dit que vous n'avez pas été convaincu, et vous avez dit un mot qui m'a un peu heurté. Vous avez dit la seule façon de rendre l'assistance importante dans nos cours, c'est de les rendre obligatoires. Moi, je pense que la possibilité de rendre les cours, de faire que les cours soient fréquentés, c'est surtout qu'ils soient très intéressants, naturellement, qu'ils soient très bons. Et dans mon expérience à moi, ce n'était pas du tout le cas, en tout cas sur Paris. C'est-à-dire qu'il y avait peu de gens de votre niveau qui venaient faire des cours, il y avait beaucoup de professeurs qui demandaient à leurs jeunes chefs de clinique de venir les faire, et les cours étaient de mauvaise qualité.
Et par ailleurs, concernant l'apprentissage des connaissances, je pense qu'effectivement, il faut de la répétition parce que c'est long, c'est compliqué, etc. Et je ne m'étais pas dit qu'il fallait supprimer cette partie-là. Cette partie-là, elle est encore présente, elle est évidente, mais je pense, moi, que probablement dans les années qui vont venir, on va demander d'apprendre ces connaissances plus seuls que ce qu'ils ont fait avant, avec l'outil Internet, avec toutes ces choses-là. Mais c'est ce qu'on faisait, nous, on apprenait ça tout seul. Bien sûr. Et après, sur Internet, c'était national. Et après, je ne vous ai pas dit que les jeux vidéo ou la simulation étaient le Graal et allaient remplacer tout. J'ai dit que c'était une solution nouvelle, pédagogique et complémentaire de ce qu'on fait, et de toute façon qui comportera toujours à la fin l'expérience clinique sur le terrain, et les compagnonnages, et les gestes appris par les enseignants, les professeurs, les chefs de clinique, aux jeunes internes, qui même transmettre aux jeunes externes. Mais le concept qu'on a connu tous, see one, do one, teach one, je vois une première fois, je fais une première fois et j'apprends le coup d'après, je pense, c'est éthiquement et moralement et socialement de plus en plus complexe de le défendre aujourd'hui. Et des solutions comme ça viennent en complément avec des problématiques d'organisation, comment le faire, comment l'intégrer dans le cursus. Et il faut réfléchir à tout ça, et c'est ce que je pense va venir se mettre en place, y compris à Marseille. J'ai l'impression en tout cas que le doyen a une volonté de le faire. Donc oui, tout à fait d'accord avec vous, il faut quand même continuer à apprendre par cœur un certain nombre de choses, sachant que moi, très honnêtement, j'ai appris par cœur le cycle de Krebs, je suis incapable de vous réciter les 4 composantes de la chaîne mitochondriale, et qu'aujourd'hui, si j'en ai besoin dans ma pratique, je vais sur Internet, je vais sur un textbook que je peux consulter en quelques secondes et je le retrouve tout de suite. Donc moi, je suis plutôt favorable au fait qu'on apprenne à apprendre, aller chercher les ressources là où elles sont, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient qualifiées, qu'il y ait un travail beaucoup plus actif dans la pédagogie. Je sais où je vais chercher l'information, je la cherche, je suis critique par rapport à elle, et puis ensuite que je puisse avoir quand même l'opportunité, là aussi, on peut discuter sur le fait que est-ce que c'est utile de laisser tous les étudiants en médecine savoir faire une ponction ouverte. J'entends votre commentaire sur le fait que finalement, ne le laisser, ne l'apprendre qu'à ceux qui réellement vont le faire demain, c'est cohérent, c'est très cohérent, mais il y a beaucoup d'autres gestes qui sont faits, par exemple, de ne jamais avoir vu un accouchement, par exemple, moi ça me heurte dans la formation d'un médecin. Parce que le jour où vous êtes dans l'avion et qu'il y a une femme qui accouche, ou le jour où vous êtes dans un lieu public et puis vous êtes le seul médecin et qu'il y a une femme qui accouche, vous passez pour un charlot quand vous savez vraiment pas du tout comment ça va se passer et ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut peut-être effectivement réserver à un certain nombre de gens, et puis il y a peut-être des choses qu'on peut quand même apprendre aux étudiants de manière peut-être plus moderne, plus innovante. Je vais vous proposer qu'on en reste là, parce que je me suis engagé à ce qu'on libère l'amphi rapidement, parce que je crois qu'il y a un examen qui doit avoir lieu à partir de 14h, et donc si tout le monde est d'accord, on vous remercie pour votre... Merci beaucoup.